Alors, pouvez-vous nous présenter les deux livres? Alors, le premier livre, La fabrique d'une minorité, les Juma au Bangladesh, explique comment les peuples des collines ont été, dans la seule région de collines du Bangladesh, mis à l'écart et dominés au cours de l'histoire. D'abord à l'époque de la colonisation britannique, ensuite au sein du Pakistan, et puis plus récemment au sein du Bangladesh, où le gouvernement du Bangladesh a décidé en 1977 d'installer 400 000 colons bengalis sur les terres des peuples des collines. Cela a bien sûr provoqué l'insurrection de ces peuples qui ont trouvé leur unité à ce moment-là sous le nom de Juma. Et cette guerre de 20 ans s'est terminée en 1997 par un traité de paix qui reste très largement inappliqué. Le second livre traite de la fabrique d'une communauté transnationale, les Juma, entre France et Bangladesh. Et dans ce second livre, je pars de l'arrivée en 1987 de 72 jeunes garçons Juma de 6 à 16 ans qui ont été exfiltrés de camps qui se trouvaient à ce moment-là en Inde, où ils étaient réfugiés. Et ces jeunes garçons sont accueillis par des familles françaises dispersées sur le territoire national. Et ces familles françaises pensaient les accueillir provisoirement, mais le provisoire va en quelque sorte devenir définitif. Et puis, 30 ans plus tard, alors qu'il n'y avait jusqu'en 1987 aucun Juma en France, en France existe une communauté de 400 personnes, de 400 Juma qui, pour beaucoup, sont en lien très étroit avec leur pays d'origine, ce qui fait d'eux une petite communauté transnationale. Alors, quelles ont été vos motivations? Alors, avec mon épouse, nous avons accueilli un de ces 72 garçons Juma et nous avons vu évoluer ce petit groupe pendant 30 ans et entretenu des relations nombreuses avec les uns et les autres. Notre grande maison a servi pour certaines fêtes et donc du coup se sont créés des liens très serrés d'amitié, de confiance avec ces Juma. Et par ailleurs, je suis géographe de formation et très sensible depuis longtemps à la question des migrations. Et j'ai donc eu l'intuition qu'il y avait là un très très beau sujet de recherche. J'en ai parlé avec Virginie Babi-Collin, qui est professeure à l'université d'Aix-Marseille, et elle m'a conforté dans cette idée que ce sujet pouvait être riche d'enseignements, à condition d'être traité avec une certaine rigueur scientifique. Et c'est aussi pour cela que j'ai, sur ses conseils et sous sa direction, fait une thèse de doctorat à partir duquel ces deux livres ont été construits. J'ai donc pu avoir accès à beaucoup d'informations et en particulier j'ai pu réaliser des entretiens, parfois d'ailleurs très émouvants, avec certains d'entre eux, entretiens qu'on trouve beaucoup dans le livre sur la communauté transnationale Juma. Alors, à quelles interrogations répond ce second livre sur la communauté transnationale Juma? Alors, j'ai d'abord cherché à comprendre comment avait pu réussir cette opération d'exfiltration des 72 jeunes Juma de camps de réfugiés, ce qui aujourd'hui serait vraiment impensable. Et ensuite, j'ai essayé aussi de comprendre comment les conditions même de départ de ces jeunes depuis les camps de réfugiés, les conditions d'accueil par les familles à qui on avait présenté ces enfants
comme des orphelins alors qu'ils ne l'étaient pas, ont joué sur ce que j'ai appelé la fabrique de la communauté transnationale Juma. Ensuite, j'ai cherché à comprendre comment ces jeunes Juma s'étaient intégrés en France de manière diverse et quelle place ils avaient pu trouver au sein de la société française et constater que le fait qu'ils maintiennent des liens avec leur pays d'origine ne nuisait pas à leur bonne intégration. J'ai ensuite cherché à comprendre de quelle manière, avec quelle difficulté ils avaient pu renouer avec leur famille d'origine au Bangladesh et comment ils en étaient venus, pour beaucoup d'entre eux, à aider leur famille là-bas. J'ai bien sûr rapproché leur situation de celle que connaissent beaucoup d'enfants adoptés à l'étranger, un certain nombre d'enfants adoptés à l'étranger qui retrouvent parfois leur famille et beaucoup de migrants qui reviennent dans leur pays d'origine. Ensuite, je me suis interrogé sur les raisons qui font que les 3/4 d'entre eux se sont mariés avec des jeunes femmes Juma. J'ai cherché à comprendre pourquoi, j'ai cherché à comprendre de quelle façon cela s'était passé et j'ai aussi cherché à comprendre avec quelles difficultés. Bien sûr, 3/4 c'est beaucoup. Et si on compare avec ce qui se passe, par exemple, pour des migrants, ce chiffre est vraiment étonnant. Et puis, j'ai bien sûr cherché à comprendre de quelle manière les jeunes femmes arrivées en France dans les années 2000 avaient trouvé leur place en France et aussi quels effets cela avait eu dans la construction de la communauté transnationale et dans la création de liens avec la région des Chittagong-Iltraks. Et enfin, la communauté, elle a été poussée vers le transnationalisme par l'arrivée récente, dans les années 2000, de réfugiés. Et cela a été aussi renforcé par l'activité associative des Juma qui a fortement poussé à l'établissement de liens avec le pays d'origine dans le souci de défendre les Juma au Bangladesh. Pour terminer, je m'interroge sur la permanence de cette communauté et je ne suis pas sûr, compte tenu de la difficulté à revenir actuellement dans les Chittagong-Iltraks vu la situation, je ne suis pas sûr que cette communauté puisse de façon non virtuelle continuer à maintenir des liens avec les Chittagong-Iltraks. Alors justement, comment expliquez-vous dans votre premier ouvrage la situation actuelle des Juma ? Alors, j'ai, dans le premier ouvrage, cherché à comprendre la permanence de l'oppression dont sont victimes les Juma au Bangladesh. Actuellement, dans les Chittagong-Iltraks, la situation reste explosive. Bien sûr, ils ne connaissent pas la situation des Rohingyas qui sont juste de l'autre côté de la frontière, mais pour les simples années 2017 et 2018, ils ont encore été victimes de violations des droits de l'homme, de spoliation de leurs terres, des villages ont été à nouveau incendiés, des femmes Juma sont violées par des Bengalis ou parfois par des militaires, et tout cela en parfaite impunité. Et donc, je m'interroge sur les raisons de cette domination, de cette oppression dont sont victimes les populations Juma.
Et il me semble que sur la durée, cela tient d'une part à la manière dont les classes dirigeantes qui se sont succédées dans la région, les Britanniques, les Pakistanais puis les Bangladais, se sont représentés le territoire des Chittagong-Iltraks et les populations des Chittagong-Iltraks. Ainsi, par exemple, pour les Anglais, à partir de 1860, les Jumma leur apparaissent comme des peuples primitifs, imprégnés qu'ils sont par les mythes darwiniens de l'époque, et parfois comme de bons sauvages, parce qu'ils ont lu Rousseau, et les habitants des collines sont de ce fait mis à l'écart. On leur accorde, les Anglais leur accordent une certaine forme d'autonomie, tout en exploitant largement les ressources forestières et foncières de ce territoire. En 1947, il n'est guère étonnant, au moment de la décolonisation anglaise et de la séparation de l'Inde et du Pakistan, il n'est guère étonnant de voir que les souhaits des peuples des collines ne sont pas pris en compte. La plupart sont de religion bouddhiste et ils vont être, contre toute attente, rattachés au Pakistan. Pakistan, ça veut dire pays des purs musulmans. Et à l'intérieur du Pakistan, d'ailleurs, ils vont connaître une situation vraiment difficile en 1962 parce que le Pakistan décide de construire à Kaptai un grand barrage qui submerge 40% des terres cultivables des populations Jumma et contraint ces populations à l'exil. Elles sont peu indemnisées parce que justement les autorités pakistanaises considèrent ces populations comme des populations attardées, rétives au développement. Voilà. Arrive 1971, au sein du Bangladesh, les Jumma vont connaître une situation véritablement tragique, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en 1977, le gouvernement du Pakistan décide d'installer 400 000 colons bengalis, c'est-à-dire presque l'équivalent de la population Jumma à l'époque, sur les terres qui appartiennent aux Jumma. Pour eux, le territoire des Chittagong-Iltraks est un territoire de fort intérêt stratégique parce qu'il se trouve à la frontière avec l'Inde et donc considérant que les populations des Iltraks sont des populations peu fiables parce que réclamant toujours leur autonomie, considérant que ces populations sont aussi rétives aux formes de développement proposées par le Bangladesh, les autorités du Bangladesh font en sorte que les accords de paix de 1997 qui devaient aboutir au départ d'une grande partie des militaires ne soient pas appliqués. Alors ce qu'on voit de manière à peu près constante, donc, c'est que l'image que les que les classes dirigeantes ont du territoire, l'intérêt qu'elles portent sur ce territoire qu'elles considèrent comme vide ou sous-peuplé, conduit à des attitudes de domination et de mise à part des populations qui y vivent. En conclusion, je n'évoque jamais l'opposition religieuse, bouddhiste, musulman, comme certains seraient tentés de le croire. Les causes de cette domination sont vraiment foncièrement géopolitiques.